Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 23 décembre 2025. Vidéo qui sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude puisque le 24, c'est-à-dire demain, et le 25, c'est Noël et donc il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne pendant 2 jours. Donc aujourd'hui je vous envoie une dose d'actu auto un peu plus grosse que d'habitude, comme ça vous avez de quoi tenir jusqu'au 26. On a beaucoup de sujets pour la vidéo du jour, on va parler par exemple des marques chinoises qui viennent de pulvériser les marques européennes sur la voiture électrique en livrant leur première voiture routière équipée de batteries semi-solides. On parlera de Peugeot qui travaille sur une nouvelle berline routière pour remplacer la 508. On parlera également de Toyota qui change complètement sa stratégie de production automobile. On parlera également de Stellantis avec l'usine espagnole de Saragosse qui est en pleine transformation industrielle destinée à produire des voitures de marque chinoise. On parlera également de la nouvelle idée complètement saugrenue de l'Union française de l'électricité qui, pour booster les ventes de voitures électriques, veut proposer la mise en place d'un permis spécial voiture électrique et de tout un tas d'autres mesures complètement ahurissantes. On parlera également de notre cher Carlos Tavares qui a répondu à un nouvel interview dans lequel il dit plein de dingueries à propos de la voiture électrique, à propos de l'affaire Takata. Vraiment, il était en roue libre. Et puis pour terminer, on parlera ZFE avec des nouvelles prises de décision assez attendues. Ce sont les sujets de cette vidéo du 23 décembre, vidéo qui aura un montage très light puisque, comme vous, probablement, je suis dans les préparatifs de Noël, donc un petit peu moins de temps à consacrer à la chaîne. N'hésitez donc pas à regarder cette vidéo en faisant autre chose puisque de toute façon, vous aurez toutes les informations qui seront données à l'oral. Et comme d'hab, même si c'est Noël, n'oubliez pas que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement en laissant un like, en vous abonnant, en boostant cette vidéo spéciale Noël, et puis en laissant un petit commentaire pour le référencement en donnant votre avis sur l'actu du jour. Nous allons commencer cette vidéo en parlant un petit peu marques chinoises qui viennent de pulvériser la concurrence européenne sur la voiture électrique. Ça concerne un sujet bien particulier, les batteries semi-solides. Les batteries semi-solides, c'est le rêve de tous les constructeurs européens parce qu'elles permettraient de faire des voitures électriques à la fois dotées de meilleure autonomie, de meilleurs temps de recharge, tout en, dans la plupart des cas, faisant baisser le poids de leur véhicule. C'est un peu la magie des batteries semi-solides, elles ont une meilleure densité énergétique que les batteries classiques, c'est-à-dire que, en gros, pour faire très simple, on peut stocker plus d'énergie dans une batterie plus petite. Pendant que c'est un rêve en Europe, et du côté de la Chine et notamment du côté du groupe SAIC Motor et de la marque MG4, la batterie semi-solide est devenue une réalité puisqu'on a livré à un client la toute première voiture électrique équipée d'une batterie semi-solide. C'est une technologie qui jusqu'ici était réservée surtout aux prototypes et ce qui est assez fort, c'est qu'elle débarque ici sur une compacte grand public. Une voiture vendue 12 500 €, autant vous dire qu'on est loin devant côté prix des concurrents européens. C'est la moitié du prix d'une Renault 5 électrique pour une autonomie annoncée de 530 km. Alors après, on va se le dire, c'est 530 km dans le cycle CLTC qui est encore plus gentil que le cycle WLTP. C'est une voiture qui probablement en WLTP ne ferait que 400 à 420 km. N'empêche qu'à ce prix-là, c'est quand même sacrément plus compétitif que ce que nous proposent nos marques françaises ou nos marques européennes dans leur globalité. D'autant plus que celle-ci est disponible de base avec la recharge rapide, lui permettant un passage de 30 à 80% en seulement 20 minutes et une motorisation de 161 chevaux qui lui assure des performances adaptées, on va dire, à un usage quotidien, sans être non plus un monstre de performance. Ce qui est aussi assez intéressant avec cette voiture, c'est son choix technologique, puisqu'il y a d'autres marques, comme NIO par exemple, qui avaient dévoilé, sans les commercialiser pour de vrai, des batteries semi-solides de 150 kWh qui étaient capables de dépasser techniquement les 1000 km d'autonomie. C'était certes une prouesse technologique, mais c'était surtout très cher, ce qui rendait le concept de NIO difficilement commercialisable à grande échelle. MG de son côté a choisi une approche différente, une autonomie plus petite mais suffisante pour être un minimum polyvalente, une batterie plus dense et plus sûre, et surtout un prix maîtrisé, puisqu'on parle encore une fois ici d'une voiture vendue 12 500 €. La question maintenant, c'est combien de temps avant que cette MG4 arrive en Europe et vienne achever les concurrents européens sur le terrain de la voiture électrique. On va parler de Peugeot dans cette vidéo. Peugeot qui dit des choses parfois un petit peu étonnantes. Rappelez-vous, il y a quelques mois en vidéo, on parlait de la fin de la Peugeot 508. Effectivement, Peugeot avait annoncé la fin de ce modèle-ci parce qu'elle se vendait pas très bien et parce qu'elle pressentait que le secteur des berlines était en perte de vitesse. Cette 508, au-delà d'être la dernière berline routière de chez Peugeot, c'était aussi la dernière vraie berline routière française. Ce que Alain Favé nous explique, le directeur de chez Peugeot, et je le cite, « Nous avons arrêté la 508 faute de demande suffisante. Aujourd'hui, nous étudions ce qui pourrait revenir après les SUV. » Petite parenthèse, on rappelle qu'il y a quelques semaines, justement, Stellantis et Peugeot expliquaient qu'elles savaient que le marché était saturé de SUV, que dans quelques années, ce serait peut-être le début de la dégringolade pour ce style de véhicule. C'est, je pense, à ça que Alain Favé fait référence. Je continue la citation. Il pourrait y avoir quelque chose de pertinent à proposer sur ce segment à l'avenir. Alors, est-ce que ce sera un break ou un concept totalement différent? Nous n'avons encore rien décidé. Ce qui est certain, c'est que si nous
trouvons la bonne formule, différente de la 508 actuelle, alors nous n'hésiterons pas à revenir sur ce marché. Donc, effectivement, Peugeot réfléchit à revenir sur un secteur qu'elle a définitivement abandonné avec sa 508 pour une future génération de Peugeot 500, probablement la 509, mais qui risque quand même de diverger de la berline classique. Il est tout à fait probable que Peugeot envisage le retour de la gamme 500 sous une forme un peu berline crossover, comme DS dans le même groupe automobile qui a essayé justement ce crossover berline SUV avec sa DS8. Il est d'ailleurs tout à fait possible que la future 500 reprenne une partie de ses éléments techniques. Donc la berline française va peut-être revenir un jour, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un secteur automobile qui a été entièrement abandonné au profit des marques allemandes qui sont au final les dernières à vraiment en proposer. Dans cette vidéo, on va également parler de Toyota qui est en train de vivre un gros changement. Jusqu'à l'année 2025, Toyota s'était fait une sacrée réputation aux États-Unis en y commercialisant des véhicules qui avaient été conçus et fabriqués au Japon. Sauf qu'en 2025, il s'est passé quelque chose d'assez fort sur le marché américain, c'est Donald Trump qui a mis en place des nouvelles taxes qui ont fait exploser le prix des ventes des voitures fabriquées à l'étranger, comme au Japon par exemple. Toyota a donc fait ses petits calculs et a déterminé qu'il serait plus profitable à long terme pour la marque de finalement installer des usines aux États-Unis, d'y produire ses voitures pour le marché américain, mais également d'y produire des voitures qu'elle va exporter au Japon. C'est littéralement le monde à l'envers, c'est l'inversion totale, puisqu'on est passé, je le résume, d'une marque qui fabriquait des voitures au Japon qu'elle vendait aux États-Unis à une marque qui fabrique des voitures aux États-Unis qu'elle va vendre au Japon. Alors pas pour tous ces modèles, ça ne concerne pas tous les modèles, bien sûr, les plus populaires au Japon continueront d'être assemblés au Japon, n'empêche que, avec ce nouveau système de taxes, Toyota va proposer à son marché japonais des véhicules jusqu'ici réservés au marché américain, à savoir le Toyota Highlander, la Camry et le Toyota Tundra. Sur le plan technique, Toyota va pouvoir s'appuyer sur un nouveau dispositif réglementaire simplifié qui permet de commercialiser au Japon des voitures américaines sans passer par l'intégralité des procédures d'homologation. C'est un dispositif qui a été mis en place également en 2025 quand le Japon s'est engagé à investir 550 milliards de dollars dans l'économie américaine. Elle a également accepté une procédure d'homologation express dont Toyota va bien pouvoir profiter. Ce ne sera peut-être pas la seule d'ailleurs, puisque Nissan est également en train de réfléchir à une stratégie similaire et pourrait proposer au Japon les Nissan Murano et Pathfinder qui ont pourtant été produits et pensés pour le marché américain. Et puis même Honda se montrerait intéressé par un dispositif similaire pour certains modèles hybridés de sa gamme. Alors on verra si ça se vend bien ou pas, n'empêche que c'est un sacré basculement et une sacrée inversion par rapport à ce qui se faisait encore il y a 12 mois. On va parler un petit peu ZFE aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'actu sur ce dispositif qui, on le rappelle, a été supprimé via un vote en mai 2025, suppression qui n'a pas encore été totalement traduite dans les textes réglementaires puisque le texte n'a pas encore achevé son parcours législatif. Cependant, à Paris et dans la métropole du Grand Paris, on a choisi la prudence en prolongeant pour 2026 les dérogations et l'absence de contrôle qui étaient déjà en vigueur en 2025. Normalement, le concept, c'est que depuis le début 2025, les voitures critères 3, c'est-à-dire les diesels d'avant 2011 et les essences d'avant 2006, étaient techniquement interdites. Sauf exception sur le papier, puisque la métropole avait mis en place un système de passe 24 heures qui était valable 24 jours par an, plus les week-ends, donc en gros 139 jours par an de circulation autorisée, avec dans tous les cas aucune amende qui était appliquée, même si on respectait pas ces dérogations, avant la fin de l'année 2025. C'est ce système-là précisément qui est repris pour 2026, avec les passes, avec les dérogations, en sachant que même si de toute façon vous respectez pas le système de passe, il y aura toujours pas d'amende jusqu'à fin décembre 2026, conformément à ce qui est maintenant prévu. Donc pour résumer très simplement la situation, même si les ZFE ne sont pas encore supprimés officiellement partout en France, parce que le texte n'est pas encore passé partout où il faudra, dans la pratique, il n'y a plus de ZFE critère 3 avant au moins 2027. Je vais aussi vous parler rapidement de Stellantis puisque son usine espagnole de Saragosse s'apprête à devenir un point d'ancrage stratégique pour des marques chinoises comme Leapmotor. Leapmotor qui est allié de Stellantis mais qui ne fait pas partie des 14 marques détenues par le groupe. C'est une espèce de partenariat industriel qui permet à Stellantis d'arrondir ses fins de mois et qui permet à Leapmotor d'arriver lentement mais sûrement en Europe. Et justement, selon les informations du média espagnol la Tribuna de Automoción, le site industriel aragonais est connu pour produire notamment la Peugeot 208, les Opel Corsa ou la Lancia Ypsilon qui sont les trois mêmes voitures en réalité. Ce site est actuellement engagé dans une profonde transformation industrielle. De lourds investissements y sont réalisés, des lourds travaux de modernisation lui permettant de produire 210 000 véhicules supplémentaires par an, c'est énorme, des volumes qui ne concernent donc, vous l'aurez compris, pas les marques européennes du groupe, puisque cette évolution vise en effet à accueillir l'assemblage de 4 modèles du constructeur chinois Leapmotor, le B10, dont les premiers modèles seront livrés en fin 2026, ensuite en 2027 la berline compacte B05,
puis les SUV A10 et citadine A05. C'est pas que des voitures électriques, c'est surtout des hybrides en réalité. Là où Leapmotor est très fort, c'est que vu que ces voitures seront produites directement en Espagne, ces modèles chinois contourneront les taxes européennes sur les importations, leur permettant donc de les vendre moins cher que si elles étaient made in China. Ça leur permet d'accentuer encore la pression sur la concurrence, y compris sur les marques du groupe Stellantis. Clairement, quand on compare une Leapmotor T03 avec une Fiat 500 électrique, par exemple, sur le papier, il n'y a aucune raison de choisir une 500 électrique. Pas sûr donc que ça donne un réel coup de pouce à Stellantis sur le long terme. Et de toute façon, vu qu'hier, Antonio Filosa a expliqué qu'il n'investirait pas dans l'Union européenne tant que les règles automobiles seraient ce qu'elles sont actuellement, c'est assez raccord, hein. Les marques européennes de Stellantis vont disparaître lentement mais sûrement. Sur un autre sujet, on va parler de la nouvelle idée saugrenue de l'Union française de l'électricité, l'UFE, qui avance une nouvelle proposition pour banaliser la voiture électrique, la création d'un permis de conduire spécifique réservé à l'usage exclusif d'un véhicule électrique, c'est-à-dire que si vous passez ce permis, vous ne pourrez pas conduire d'hybride ou de thermique, qui serait plus simple à obtenir et moins coûteux. Le principe s'inspire directement du permis B limité aux véhicules à boîte automatique, qui par exemple interdit la conduite de véhicules à boîte manuelle. De la même manière, ce futur permis électrique ne permettrait de conduire que des véhicules zéro émission. L'UFE va même plus loin en proposant que ce permis soit encore moins cher que celui qui est destiné aux véhicules thermiques ou hybrides à transmission automatique. Alors on ne sait pas si l'UFE souhaiterait que ce permis voiture électrique soit en partie financé par l'État, ou si ce permis par exemple serait 2 ou 3 heures de formation plus court à passer que le permis thermique automatique, lui permettant de gagner peut-être 150 € à 200 €. Alors évidemment ça obligerait les auto-écoles à s'équiper de voitures électriques à double commande, et là aussi l'UFE souhaite mettre en place des aides ciblées comme des prêts à taux zéro pour les auto-écoles ou des primes à l'achat de véhicules électriques dédiés à l'apprentissage. L'UFE veut également que les titulaires de ce permis électrique puissent bénéficier, une fois leur formation terminée, d'un prêt à taux zéro pour l'acquisition de leur propre voiture électrique. Comme ça, dès que vous avez 18 ans, vous pouvez vous endetter à taux zéro sur les 20 prochaines années pour acheter par exemple une magnifique Citroën C3 électrique option sapin de Noël. Une ambition qui bien sûr se heurte à la réalité du marché, puisque l'âge moyen d'un acheteur de voiture neuve en France s'élève à 55 ans, bien loin des 20 ans de moyenne visés par ce dispositif. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on va terminer cette vidéo avec Carlos Tavares, l'ancien directeur de Stellantis, qui était en forme, hein. Il a fait un interview dans lequel il a répondu à plein de questions à propos du monde automobile, et il était déchaîné. Je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il a dit donc au micro de France Inter. L'intervieweur lui demande par exemple s'il se sent coupable vis-à-vis des problèmes qui ont touché Stellantis sous sa direction, à savoir les problèmes Takata ou les moteurs PureTech. Il a expliqué que d'abord l'entreprise avait été très généreuse dans le traitement de ces sujets-là. Faut dire ça, je pense aux centaines ou aux milliers d'automobilistes français qui attendent toujours d'avoir la moindre indemnisation pour rembourser les frais engendrés par ces problèmes de conception de ces voitures. Et il explique à demi-mot que bon, c'est pas vraiment la faute de Stellantis non plus, parce que, je le cite, on a fait fonctionner tous les systèmes normaux dans une entreprise comme celle-ci. Et que s'il y a un problème sur cette voiture, c'est la seule responsabilité du directeur qualité. Directeur qualité qui était sous l'ère Carlos Tavares, Antonio Filosa, l'actuel directeur de Stellantis. Sur un sujet un peu moins marrant, on lui a demandé quand même de réagir par rapport au témoignage d'un père qui a perdu son fils à cause de l'explosion d'un airbag Takata, et il a répondu, je cite, malheureusement la mobilité ça provoque ce genre de choses. Le journaliste lui a également